Bonjour Raphaël. Bonjour. Jusqu'au bout. Bienvenue. Tu veux qu'on la refasse ou pas? Allez. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci de m'inviter. Je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Waouh. Bonjour, je m'appelle Raphaël Glucksmann, je suis député européen pour le mouvement Place Publique et surtout je suis essayiste, mais essayiste dans toutes les dimensions de l'essayiste. J'adore ce mot d'essayiste, pas simplement parce que j'écris des livres, mais parce que je pense que dans la vie, il faut savoir essayer. Alors, on essaye encore, on se trompe, on se plante, on se prend des portes dans la tête, mais à la fin, on finit par les traverser et par réussir. Donc, je suis un essayiste dans tout ce que je fais. Je me suis jamais demandé si c'était la même racine de l'étymologie. Essayer et essayiste, ça vient de là ? Oui, bien sûr, ça vient de là, c'est un essai. En fait, moi, mon livre de chevet, c'est un livre de Montaigne, c'est les essais de Montaigne. Je pense que c'est le plus grand philosophe de l'histoire française et probablement un des plus grands écrivains aussi. Et c'est en fait une façon modeste d'approcher les choses. C'est-à-dire que Montaigne, il ne cherche pas à imposer une vérité de A à Z, il ne t'impose pas ses dogmes, mais par contre, il essaye avec toi de réfléchir sur le monde et d'avoir une influence quelconque. Et donc, je pense qu'on est là pour essayer, non ? Ouais, totalement. Ouais, totalement. C'est une très belle façon de voir les choses. Je me demande quand est-ce que t'es venu ce goût peut-être justement pour oser, pour essayer. Et généralement, j'aime bien aussi remonter un peu à l'enfance. À quoi est-ce que rêvait le Raphaël à 8 ans ? Dis donc, c'est bien. À 8 ans, à quoi je rêvais ? À part gagner Roland-Garros et marquer un but en finale de la Coupe du Monde, parce que ça, c'était un peu aussi un rêve. Sinon, moi, j'ai eu une enfance, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie. C'est que j'ai eu une enfance où dans mon salon, il y avait des gens qui venaient d'Amérique latine, qui luttaient contre des régimes autoritaires fascistes, des gens qui venaient d'Europe de l'Est, qui luttaient contre des régimes autoritaires communistes, et qui se rencontraient dans ce salon où c'était un peu l'ambassade des causes perdues. Et donc moi, je rêvais un peu avec eux, quoi. Je rêvais avec les féministes algériennes. Donc j'ai eu cet accès-là, en fait, au combat et aux luttes de gens à travers le monde. Et donc, je pense que je rêvais déjà d'engagement, en fait, très tôt. Ouais, parce que tu as été sensibilisé, en fait, super tôt aux causes qui nécessitent par les gens aussi, que je croisais, quoi, par les gens qui venaient chez moi et qui dormaient chez moi. Alors bien sûr, au départ, ça me saoulait un peu qu'ils prennent tout le temps ma chambre. Et le petit Raphaël dormait dans le salon. J'étais tendance Rassemblement National, enfin à l'époque c'était le Front National, genre les étrangers dehors et je veux prendre ma chambre. Puis après j'ai compris ce qui m'apportait au-delà de me voler mon lit, c'était beaucoup plus fort qu'une chambre. Ouais. Et du coup je pense que je rêvais de partir aussi. J'ai jamais été fasciné moi par le petit monde parisien et donc dès que j'ai eu l'opportunité, en fait je suis parti en Algérie, dans le Caucase, pour vivre des aventures. Je pense que la vie en fait c'est une aventure et donc voilà, je crois que je rêvais déjà de parcourir notre belle planète. Tu te souviens de ta première aventure, de ton premier voyage ? Je me souviens pas de mon premier voyage, parce que je suppose que j'ai voyagé en étant totalement inconscient et enfant. Mais celui qui t'a le plus marqué, le premier qui t'est marqué ? Alors, en fait, la première chose qui m'a marqué et qui m'a fait devenir un citoyen conscient, c'est pas un voyage, c'est l'arrivée du câble dans nos salons. Et c'était un jour de mai 1994. Et mes parents venaient de s'abonner au câble. Et du coup, il y avait CNN qui arrivait. C'était l'époque, la première télé en info continue, machin, tout ça. La grande époque de CNN. Et une après-midi, je me souviens, dans le salon de mes parents, il y avait des images du Rwanda qui sont arrivées. Et je peux les décrire encore, en fait. C'était un caméraman qui était caché dans un buisson et qui filmait un groupe de miliciens Hutus en train d'exterminer des civils Tutsis sur une route en terre ocre. Et je me souviens de cette image qui m'a complètement glacé et qui a été un point de bascule dans ma vie, en fait. J'avais jamais entendu parler du Rwanda, évidemment. Et à partir de ce moment-là, en fait, toute mon adolescence, elle va se structurer autour de la question du Rwanda. Parce que très vite, j'entends dire que les Français, l'État français et François Mitterrand
était lié à cette histoire. Et donc, en gros, avec 2 copains de mon lycée, David Azan et Pierre Mézeret, je me souviens, on était dans la cour de récréation et on disait, quand on sera grand, tu vois, le truc, quand on sera grand, donc quand on aura le pouvoir de le faire, on travaillera là-dessus. Et donc, les premiers voyages, les premières enquêtes, c'est le Rwanda et c'est la découverte. Voilà, moi j'avais 20 ans, on s'est retrouvés à déterrer des cadavres à 8h du mat. Ça, c'est pas très sexy comme voyage. Non, mais voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que t'en ressors transformé, quoi. Voilà, ça, c'est ce qui m'a formé. C'est ce qui fait aussi, je pense, un peu ma différence par rapport aux autres politiques que je côtoie. C'est ma relation au parti, quoi. Par exemple, moi, spontanément, je me dis de gauche, mais j'ai pas de rapport religieux à cette chose parce que je sais très bien qu'il y avait un gouvernement de gauche, qu'il y avait un président de gauche, en tout cas, à l'époque, et que ça n'a pas empêché mon pays de faire des trucs horribles. Donc, au-dessus de ce truc d'appartenance à des familles de pensée ou de camps politiques, il y a un rapport à la vérité et à la dignité humaine qui est bien au-delà, quoi. Bah, c'est pour ça que c'est marrant, je voulais pas forcément en parler tout de suite, mais parlons-en dès le début, mettons le sujet sur la table. Si pour toi ça a encore un sens, cette dualité politique, parce que plus j'y réfléchis, plus elle est remise en question, plus je me dis en vérité pourquoi y a-t-il 2 grandes familles politiques, en tout cas en France, pourquoi y a-t-il 2 courants, pourquoi y en a-t-il pas plus, parce qu'en soi, il y a tellement plus de choses qui entrent en jeu. J'ai l'impression que la distinction entre la gauche et la droite, bon, elle est sociale, mais elle est avant tout économique. Et bon, je trouve que tu montres bien qu'au final, il y a aussi des enjeux qui transcendent un peu juste cette dualité-là, quoi. Bien sûr, moi, j'ai pas un rapport religieux à cette bipolarité-là. Et je pense que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on a raison. Il y a plein de sales types qui étaient de gauche et qui ont fait des trucs vraiment abjects. Et il y a des gens très bien qui se sont définis de droite et qui ont eu une influence extrêmement positive sur notre histoire collective. Donc moi, je suis pas du tout dans un rapport religieux à cette chose. Simplement, j'alerte juste sur l'idée qu'on pourrait avoir une politique sans clivage. Or, la vie politique, la cité, c'est que les gens, ils sont pas d'accord. On a des visions du monde différentes et il faut surtout pas croire qu'on peut tous s'entendre sur tout. Moi, je crois pas. Il y a des gens qui défendent des intérêts opposés, qui ont une vision du monde différente et à la limite, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur un cadre commun, qui est la défense de la démocratie. Donc, on exclut a priori le fascisme, tout ce qui limite justement notre possibilité de faire un dissensus, de s'opposer. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des clivages. C'est comme ça que ça vit, la démocratie. Est-ce qu'on appellera ça éternellement gauche et droite ? En fait, l'origine des mots, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, au départ, c'est un truc purement factuel. Gauche-droite, c'est juste le placement en 1789 dans la première assemblée. Ceux qui étaient pour le veto du roi aux lois de l'Assemblée se sont placés à droite, et ceux qui étaient contre le veto se sont placés à gauche. Donc en fait, il n'y a pas de sens religieux derrière, c'est juste où on se plaçait. Mais depuis, ça a pris une importance qui a structuré la vie politique. Si vous trouvez des mots mieux, ça va. Mais moi, je pense qu'il reste quand même un espoir social, écologique, humaniste, de solidarité, qui va au-delà d'ailleurs des frontières de la gauche, mais qui doit se structurer en famille. Et voilà, donc je ne sais pas si ça s'appellera toujours comme ça, mais il y aura toujours besoin, en tout cas, de clivage, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, je trouve aussi le paradoxe, c'est qu'on a besoin de clivage, ne serait-ce que pour remettre en question. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on réfléchit, et c'est hyper sain. Et d'un autre côté, en fait, les clivages sont parfois aussi toxiques. Enfin, je sais que tu es très engagé aussi sur le sujet de la religion et du respect des religions de chacun. Et ça, c'est quelque chose, quand je me penche un peu dessus, et j'y réfléchis, je regarde l'histoire de l'humanité, c'est quand même dingue ce qu'on a fait par religion ou par défense d'une religion au détriment d'une autre. Ouais, c'est pour ça que la laïcité, c'est la chose la plus belle du monde. Ouais. C'est-à-dire que, mais pas la laïcité dans le sens où on interdit aux gens de croire, on interdit aux gens de pratiquer leur religion. La laïcité dans le sens où, en fait, déjà, on a un cadre général qui permet à chacun d'avoir sa religion sans aller faire chier l'autre. Et ça, c'est le sans aller faire chier l'autre est essentiel. C'est-à-dire que chacun peut croire, mais il y a un principe qui est le droit de sortie ou le droit de critiquer la religion de l'autre. Et moi, je suis un vrai laïc, c'est-à-dire que dans le sens où je me moque de savoir si tu crois en Dieu ou si tu crois pas en Dieu. Simplement, ce que je veux, c'est que chacun ait l'opportunité dans sa vie de choisir, en fait. Et c'est ça que permet la laïcité. Il y a un principe qui s'appelle le droit de sortie dans la laïcité française.
Et le droit de sortie, c'est en fait le droit de sortir de toutes les croyances, déterminations qui pèsent sur toi. À la fois, d'ailleurs, ce que tu hérites de ta famille ou le regard que projette la société sur toi. Et nous, il faut qu'on arrive à continuer ça et à le recréer, c'est-à-dire un monde où, finalement, on sort de ce qu'on est spontanément, mais après, on peut décider de continuer à l'être. Voilà, moi, quelqu'un qui hérite d'une religion, il doit avoir un instrument critique que lui donne l'école pour mettre à distance. Et après, s'il décide de continuer à croire et de pratiquer sa religion avec ferveur, bah, c'est son problème. Enfin, c'est pas le problème de la société. Ouais, non, mais c'est un choix, en effet, individuel et personnel. Et c'est assez dingue, quand on y réfléchit, de voir l'impact que peut avoir juste la croyance et pourquoi ça réveille des choses chez les gens aussi fortes. Mais parce qu'on a besoin de transcendance. Alors ça, c'est un vrai truc, c'est qu'en fait, la politique, elle peut offrir ça aussi, cette transcendance. L'idée qu'on sert quelque chose qui nous dépasse. Mais aujourd'hui, elle est tellement réduite, cette politique-là, que les gens sont en quête d'autres formes de transcendance pour se sentir appartenir à un groupe, pour se sentir appartenir à quelque chose de plus que soi-même. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait aussi une politique qui permette ça. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on sert un idéal qui est plus grand que juste son intérêt personnel ou même son intérêt de classe, eh ben, on répond à ce besoin de transcendance qui est un besoin immense. Mais l'erreur des sociétés occidentales ces derniers temps, enfin ces dernières années, ces dernières décennies même, ça a été de penser que l'homme pouvait se réduire à un consommateur. C'est-à-dire qu'on pouvait être un homo economicus qui pense d'abord à ses intérêts personnels et que ça pouvait, à partir d'un ensemble d'homo economicus, créer une société. Bah, il faut plus que ça. Il faut un horizon commun qui soit plus puissant en fait que juste avoir le dernier iPhone ou la dernière chemise. Mais est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui avec la société de consommation telle qu'elle est? Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on a acquis du coup ces habitudes, ce mode de fonctionnement, et on sait historiquement qu'il n'y a quasiment jamais de retour en arrière, donc il faut aller vers l'avant, mais aller vers l'avant en dépassant... Enfin voilà, moi j'ai du mal en effet, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai du mal à voir comment on pourrait réussir à se défaire de ce confort en fait. Mais en fait, c'est pas vraiment... il va falloir se défaire d'une partie de ce confort, mais c'est pas seulement ça. Il faut juste s'interroger quel est notre rapport à la société. Est-ce que, même chez les gens qui sont dans la consommation, est-ce qu'il n'y a pas une frustration essentielle? Est-ce que les gens sont heureux, en fait? C'est une question con, mais il faut c'est important de se la poser. Ouais. Non, mais il faut se la poser. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas un manque? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration? Est-ce que tu sens pas dans la société une forme de colère face à ça, face à ce vide-là? Et s'il y a une frustration, ça veut dire qu'il y a un chemin. Moi, je pense qu'il faut être super zen quand on regarde la frustration qu'il y a dans notre société, qui est immense. Ben, c'est aussi ce qui permettra de dépasser la société actuelle. Et donc, il y a moyen, sans revenir à l'âge de pierre, de trouver un horizon collectif suffisamment fort, en fait, pour pouvoir vivre ensemble plus que simplement une collection de vie individuelle. Et moi, je pense notamment que l'écologie permet ça. C'est-à-dire que l'écologie permet de redonner un sens à ce qui aujourd'hui fait plus trop sens, c'est-à-dire nos institutions, parce qu'on a enfin un horizon de transformation collective. Typiquement, aujourd'hui, on est dans une société où, et ça, je sais que c'est ma grande discussion avec plein de jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui me suivent, et ça marche pas toujours à leurs oreilles. On est dans une société où vous pouvez passer toute votre vie sans être en contact avec les autres. En gros, prenez, il y a 50 ans, il y avait une école qui mixait socialement les gens, parce que les pauvres et les riches habitaient dans le même quartier, juste pas aux mêmes étages. Il y avait un service militaire, donc vous donniez, même si vous preniez un siècle, 3 ans de votre vie, après c'est devenu 1 an, mais un service militaire où toute une classe d'âge se rencontrait. Et donc vous aviez comme ça des moments dans la vie. Et vous aviez bien sûr les églises, les grands partis, les grands syndicats où les gens se croisaient alors qu'ils venaient d'horizons culturels ou sociaux différents. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les grands partis sont en train de s'effondrer, les syndicats sont en train de s'effondrer, le service militaire a été supprimé et l'école, en fait, joue toujours ce rôle, mais comme il y a une séparation géographique entre pauvres et riches, la cour de récréation ressemble au quartier. Et donc, il faut recréer, en fait, des institutions
où on se brasse, où on appartient à quelque chose de plus que simplement notre environnement immédiat. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très pour l'idée d'un service civique universel et obligatoire. Alors, c'est très ennuyeux quand ça vous arrive au départ, mais je pense qu'on ne peut pas en fait faire une société sans à un moment être contraint de sortir de nous-mêmes, de sortir de notre environnement immédiat, qu'il soit un ghetto de riches ou un ghetto de pauvres d'ailleurs, d'aller à la rencontre des autres, quoi. Et ça, moi, je crois que c'est en créant ce type d'institution, alors si on le fait au service de l'écologie, c'est encore mieux, qu'on arrivera à refaire société. À créer du lien social, en fait. Ouais, parce qu'en fait, on est dans un monde de solitude. Alors, ça peut être une solitude individuelle, alors, c'est la dépression, on l'a vu pendant toute l'année, en particulier pour les étudiants, et ça peut aussi être une solitude de groupe. Je suis avec les gens qui me ressemblent. La cohabitation, quoi, de l'entre-soi. Je suis avec les gens qui me ressemblent. Et en fait, moi, toute ma vie, c'est essayer de ne pas être qu'avec les gens qui me ressemblent. Et comment tu fais alors pour ça ? Est-ce que si il y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient sortir, tu vois, de en effet, cet environnement hyper carré et hyper semblable, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors déjà, moi, j'aime jamais en fait la position du mec qui dit aux gens, même quand on fait les campagnes sur les marques, et quand on les interpelle sur les marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours, jamais je dis aux gens maintenant votre consommation elle doit ressembler à ça et voilà comment vous allez acheter les choses et voilà ce qu'il faut boycotter, parce que je crois mais plus fort que tout au fait que chacun fait ce qu'il peut et à sa liberté contrainte par un environnement donné, ça. Donc moi je peux pas donner un conseil en disant faites ça, ça va marcher. Non, mais un conseil, c'est ça. Non, mais moi, ce que je pense, c'est sortez de vous-même, quoi. Alors, sortez de vous-même. Et même quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, exprimez-vous pas simplement en tant que ce que vous croyez être spontanément. C'est-à-dire, si vous êtes juif, ne défendez pas que les juifs. Si vous êtes musulman, ne défendez pas que les musulmans. Si vous êtes gay, ne défendez pas que les gays. Enfin, extirpez-vous de vous-même, quoi. Et faites l'effort, justement, de sortir de ce confort, qui peut être un confort légitime, hein. Enfin, on a besoin aussi de se rencontrer entre soi, mais pour aller dans une zone de risque, dans un truc qui n'est pas naturel pour vous. Et ça, moi, je pense que c'est la clé, en fait. Et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire. C'est vrai. Et voilà, mais avant l'enregistrement, on parlait d'aventure. Moi, quand j'avais 20 ans, je suis parti en Algérie, et je connaissais personne, j'avais juste le cousin d'un ami comme point de chute. Et je suis parti, au lieu d'aller à Columbia pour faire mon stage quand j'étais à Sciences Po, je suis parti en Algérie. J'étais le premier stagiaire français de la presse francophone algérienne. Et je me souviens du truc quand je suis arrivé à l'aéroport, de me dire waouh, là t'es dans l'inconnu là. Et ben je pense que ça c'est extrêmement formateur. Il n'y a pas besoin de traverser la Méditerranée pour aller en Algérie pour le faire, mais on peut le faire même dans un simple poste ou dans un simple inscription à un groupe qui ne nous ressemble pas au départ. Et ce sentiment-là de dire, là, je suis hors de moi, hors de ma zone de confort, hors de mes habitudes, quoi. Ben, ça, c'est, à mon avis, le truc le plus formateur qui soit dans l'existence. Ouais, mais c'est inconfortable, mais on en sort toujours hyper grandi. Mais il y a une lettre qui me suit depuis l'adolescence, qui est une réflexion de Romain Gary, mon auteur... un de mes auteurs cultes. Et Romain Gary, il se pose une question simple, il dit, mais pourquoi, en 1940, il y a aussi peu de gens des élites françaises qui suivent le général de Gaulle à Londres ? Pourquoi, en fait, c'est vraiment une minorité de marginaux quoi, qui reçoivent le message de Gaulle et qui décident de partir combattre pour la France libre ? Il dit, est-ce que c'est parce que les élites françaises étaient violemment antisémites ? Même pas. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient farouchement pro-allemandes ou pro-nazies ? Même pas. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient, je sais pas, dramatiquement anti-républicaines ? Même pas. C'est juste, dit Romain Gary, parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. Et que donc, partir à l'aventure avec De Gaulle, c'était un truc qui était impossible, en fait, à quelqu'un qui aime trop son salon, quoi. Et donc, ce que je dis, c'est toujours, les meubles, ça vous menace. Et c'est vrai, d'ailleurs, quand on parlait de la gauche, la droite, ça, la gauche qui vit dans ses meubles, quoi, qui adore ses meubles, qui répète tout le temps la même chose, bah, c'est pareil, quoi. C'est du bois mort, en fait. Il y a plus de sortie de soi. Et donc, finalement, ce qui pouvait être vrai il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. Mais comme on répète tout le temps la même chose, ben, on passe de l'état de force de proposition à perroquet qui répète un truc qui ne va plus.
Qu'est-ce qui a changé, toi, tu dirais, justement, peut-être il y a 20 ans, ta conception de la vie, de la politique, par rapport à aujourd'hui, avec les rencontres que tu as pu faire, les voyages que tu as pu faire, et bon, de toute façon, c'est en constante évolution, mais est-ce qu'il y a des enseignements que tu en as tirés, en fait, de ces années au contact de cultures hyper différentes? Bon, mais en fait, j'aurais du mal à te dire, il y a une chose qui a changé, parce que forcément, moi, je pense qu'on change tout le temps. Je suis pas dans un culte de l'identité à soi. Je pense qu'on change tout le temps. Simplement, la seule chose qu'on doit, c'est une forme à chaque fois de réflexion et de sincérité sur ce qui nous a permis de changer et ce vers quoi on a changé. Moi, je sais que, par exemple, si on prend mes options philosophiques, j'ai toujours été extrêmement attaché aux droits humains. Et du coup, au départ, toute la notion de solidarité collective ou d'impact social d'une philosophie individualiste, par exemple, j'avais tendance à le sous-estimer. En disant, mais ce qui compte, c'est les droits humains, c'est les droits de l'individu, c'est protéger les individus, protéger la croyance de chacun, protéger ses droits. Et en fait, ça ne tient pas une société avec juste ce type de principe. Il faut un espace protecteur, il faut une identité collective, il faut une politique de redistribution sociale qui permette justement à ces droits d'être réels. Et moi, au contact, en fait, au fur et à mesure, au contact des gens, ma position est devenue de moins en moins abstraite et de plus en plus concrète. Et donc, aujourd'hui, je défends plus que jamais les droits humains, mais j'essaye de défendre la politique qui permet justement à ces droits humains de devenir réels. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse, par exemple, condamner la déportation des Ouïghours sans remettre en cause la politique de libre-échange à l'échelle du globe, sans remettre en cause finalement la dépendance qui est devenue la nôtre à l'égard de la Chine. Et du coup, des politiques industrielles, que tout est lié en fait. Et moi, plus j'avance, plus je me rends compte qu'on ne peut pas juste être dans une posture de critique ou d'indignation, et que pour que ça fonctionne, il faut derrière la politique sociale, la politique industrielle, la politique économique qui correspond à ça. Et donc, c'est même plus qu'un changement, c'est bouleversement. Voilà, non, mais c'est que je deviens adulte, c'est-à-dire que je commence à vraiment me poser la question des moyens en permanence. Ouais. Alors qu'avant, je pense que j'étais juste un garçon en colère qui... plus idéaliste et qui disait, on trouvera des solutions dans tous les cas. Non, mais c'est comme ça. Ouais. Plus blanc et noir. Et maintenant, je me dis juste, ok, donc, par exemple, pourquoi un ouvrier à Flint... il vote Donald Trump alors qu'il a voté toute sa vie pour le Parti démocrate. Qu'est-ce qui fait que dans sa tête, il est séduit par Donald Trump? Est-ce que c'est juste parce que Donald Trump, il est raciste et sexiste? Non, c'est parce que Donald Trump, il propose autre chose. Je ne sais pas s'il vend du rêve, en fait. Moi, je crois qu'en fait, il vendait quelque chose, et ça va choquer, mais d'ultra réaliste. Donald Trump, il arrive et il dit à ses ouvriers, pendant 40 ans, il y a eu une politique de libre-échange à l'échelle du monde qui a ultra favorisé la Chine, qui a ultra favorisé les actionnaires des grands groupes, mais qui, toi, t'a appauvri. Et là-dessus, il va contre tout l'establishment républicain, tout l'establishment démocrate. Et qui a raison? Non, mais il faut oser se poser la question. Tu vois, moi, Donald Trump, c'est l'antithèse de ce que je suis et de ce que je pense. Mais qui a raison? C'est Donald Trump ou c'est l'establishment démocrate ou républicain depuis 40 ans? Après, le libre-échange, il a aussi profité aux États-unis, quoi. Mais il a profité à certains aux États-Unis. Ouais. Et il n'a pas profité au mec qui était ouvrier dans le Michigan. Il n'aura pas profité à eux. Et la division des tâches à l'échelle du globe, qui est de dire en gros la Chine est l'atelier du monde, et donc ça permet aux patrons des multinationales et aux actionnaires de dégager des marges de dingue. Et vous aurez des produits plus cheap dans vos magasins. Et c'est en fait, on s'adressait à l'ouvrier de Flint en lui disant: en tant que consommateur, tu vas gagner, mais tu ne seras plus producteur, camarade. Et les gens, ils ne veulent pas être juste consommateurs, ils veulent produire. Ils veulent produire chez eux, ils veulent être libres, ils veulent être autonomes, ils veulent... Et là, qu'est-ce qu'on fait là? On se rend compte de quoi en 2020, au printemps 2020? On ne sait plus produire des masques, on ne sait plus produire du Doliprane, on ne sait plus produire du Curare pour nos hôpitaux. On s'est rendu complètement dépendant. Et ça ne fonctionne pas. Et ça, par exemple, c'est une question, moi, Enfin, si je suis honnête, je ne me la posais pas, en fait. Je ne me la posais pas pendant 10 ans. J'aurais juste dit mais pourquoi vous n'agissez pas pour les Ouïghours? Pourquoi vous n'agissez pas pour les Ouïghours? Mais en fait, ok, pourquoi tu n'agis pas pour les Ouïghours? Aussi parce que depuis 40 ans,
tu as créé les conditions de ta dépendance à l'égard de la Chine et que tu penses aujourd'hui qu'en agissant pour les Ouïghours, eh bien, tu vas perdre trop. Ouais, non, mais je pense en effet que, comme tu dis, en fait, ils ont retenu une partie du discours de Donald Trump et qui les touchait directement et qui était peut-être ce qui était le plus important pour eux, au-delà du bafouement des droits qui se prenaient. Faut qu'on comprenne. Ouais. Enfin, il faut qu'on les entende, en fait, parce que c'est en effet pour ça que les populistes prennent de l'ampleur. Quoi. Et d'ailleurs, Biden, il l'entend. Parce que quand il prend le pouvoir contre Donald Trump, il continue à remettre en cause le libre-échange et à la toute puissance de la Chine. Mais justement, ça te fait pas peur? Parce que moi, je me souviens quand j'étais au lycée, les États-Unis étaient toujours la première puissance mondiale, mais selon certains indices, la Chine commençait à prendre le dessus. Je crois que là, elle l'a prise, en tout cas économiquement. Comment on fait face? Enfin, moi, j'avoue que ça me dépasse un peu, en effet, qu'on accepte, en tout cas, tout le paradoxe qu'est la Chine, du libéralisme économique, en veux-tu, en voilà, mais par contre, socialement parlant, c'est tout le contraire. Mais ça reste, du coup, aujourd'hui, la première puissance mondiale. Comment est-ce qu'on lutte contre la première puissance mondiale aujourd'hui? Eh ben, moi, ça me fait pas peur, dans le sens où je pense que notre faiblesse, elle ne vient que du fait qu'on décide d'être faible. On a vécu 30, 40 ans en état de repos, voire de coma. Et en un sens, aujourd'hui, parce qu'il y a l'émergence de la superpuissance chinoise, on se réveille et on se rend compte que ça va pas, en fait. On peut pas être juste des consommateurs qui profitent du Made in China et qu'on a un vrai problème. Et ce qui moi, me donne confiance, c'est qu'en fait, les grands problèmes qui se posent à nous sont tous liés. Les jeunes qui marchent pour le climat ou ceux qui se mobilisent pour les Ouïghours, finalement, en fait, ils s'affrontent à la même chose, pour moi. C'est-à-dire qu'on vit dans un système globalisé qui produit la catastrophe climatique et qui vous rend directement lié ou indirectement lié à un crime contre l'humanité quand vous allez faire vos courses. Et ce système-là, eh bien, il affaiblit nos cités, il affaiblit nos peuples, il affaiblit notre capacité à décider de manière libre et autonome. Et donc, il faut revenir dessus. Et il condamne en plus la planète. Donc, il faut revenir dessus. Et je crois que là, il y a une prise de conscience en ce moment et qui va passer par plusieurs choses. Enfin, ça va passer par des politiques de restructuration des chaînes de production des multinationales. Ça veut dire qu'en gros, on va faire le devoir de vigilance des entreprises et on va bannir l'esclavage ou l'écocide de la chaîne de production des affaires qu'on achète. On va imposer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour pouvoir reproduire chez nous et taxer les importations. On va mener une politique industrielle en faisant émerger des géants en Europe qui vont produire chez nous, donc qu'on arrête de dépendre, en tout cas pour les secteurs stratégiques, en tout de la Chine. Si on fait ça et d'autres choses, on a les instruments de la puissance encore. Je veux dire, c'est faux, on est le premier marché du monde. Les entreprises chinoises, sans accès au marché européen, elles s'effondrent. On n'est pas du tout dans une relation où eux sont forts et nous, on est faibles pour l'instant. On reste le lieu le plus développé, le plus riche du monde. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait de cette richesse? C'est ça la question qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la puissance commerciale européenne? Est-ce qu'on en fait une puissance politique ou est-ce qu'on continue, comme avant, à penser qu'en fait, le commerce va tout résoudre par lui-même et pour lui-même? Moi, c'est ça l'erreur fondamentale. C'est qu'en fait, on a inversé le truc. Moi, je ne suis pas contre commercer, il faut commercer. Mais le commerce doit servir quelque chose. Ça doit être un moyen au service d'une fin. Et là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que quand on prenait la charte de Marrakech de l'OMC, par exemple, commercer, c'est la fin. Ben non. En fait, là, on a bugué. Il y a un moment, on a ripé dans les années 90 et on va revenir dessus. Et si on revient dessus, on a les moyens de faire des choses extraordinaires et on a les moyens tout à fait de limiter la puissance chinoise. En plus, personne ne parle d'entrer en guerre contre la Chine. Ouais. Mais c'est juste entre ne rien faire et faire la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et c'est cet espace-là qu'il faut investir. Ça passe par des sanctions commerciales sur les produits de l'esclavage, le bannissement des produits d'esclavage de nos marchés. Ça passe par un rapport de force, mais ça ne passera pas par un conflit militaire. Donc voilà, c'est un truc de long terme. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à être une puissance politique en Europe. Je pense que pas mal de gens se posent la question, ils connaissent ton engagement notamment pour les Ouïghours et pour l'abolition de la forme d'esclavage qui existe, de la forme d'esclavagisme qui existe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire peut-être
en fait, la genèse un peu de ton engagement auprès de cette population et surtout les avancées qu'entre autres tu as permis avec les associations aussi qui luttent pour l'abolition de cet esclavagisme, parce que je pense que ça montre bien qu'en effet on peut agir, et même si la politique européenne a un peu attendu que vous soyez là pour prendre la parole, maintenant que vous l'avez prise, les choses bougent, et donc comme tu dis, on peut agir, quoi. Mais en fait, moi j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que jusqu'au début du mois de septembre 2019, moi j'avais entendu parler des Ouïghours, mais je savais rien de ce qui se passait. Enfin, j'avais aucune conscience de l'ampleur du crime. Et comme j'avais promis pendant les élections, et que c'était mon intention de faire de mon mandat un peu une sorte de porte-voix des sans-voix, d'être la voix des sans-voix dans les institutions, j'ai commencé à rencontrer justement des gens qui étaient sans voix. Et une des premières rencontres que j'ai faites au tout début de mon mandat, c'était avec la diaspora ouïghour. Donc il y avait des témoins, des rescapés qui sont venus dans mon bureau. Et un rendez-vous qui devait durer 1 heure, en fait, en a duré 4. Et tout d'un coup, je me suis pris dans la tête les récits sur les camps, les prélèvements forcés d'organes, les stérilisations systématiques des femmes, les viols collectifs et tout ça. Et j'étais dans ce bureau et j'écoutais les trucs. Et en fait, ce qui me bouleversait, au-delà de l'ampleur du crime, c'était le décalage entre l'ampleur du crime et le vide total de réaction chez nous. C'est-à-dire l'absence totale du sujet dans le débat public. Et même chez moi, en moi. C'est-à-dire, pendant tout le truc, je me disais, mais comment ça se fait que je ne me sois pas mobilisé dessus avant, quoi. Et quand le rendez-vous s'est fini, quand je les ai raccompagnés à la porte, j'ai appelé Pierre, qui est mon compagnon de lutte depuis longtemps, et je dis, on arrête tout, on va aider les Ouïghours. Et il m'a dit, mais... Enfin, genre... C'est qui presque. C'est quoi cette histoire ? Et pendant toute la nuit, il a vérifié, et il m'a dit, mais le lendemain, avec une voix blanche, il me dit, mais attends, c'est une horreur totale. Et donc, on y va, et on a commencé comme ça, en fait, en alertant. Et au départ, moi, j'ai contacté mes copains de gauche, écolo et tout ça. Je leur ai dit, il faut qu'on fasse un truc sur les Ouïghours. Et ils me disaient tous, mais qui va s'intéresser aux Ouïghours, quoi ? Et donc, on a commencé à partager les témoignages, les informations sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est un truc dingue. C'est-à-dire qui justement me rend optimiste, c'est que, alors même que les médias et les partis politiques n'en avaient strictement rien à faire et partaient du principe que les gens ne s'y intéresseraient pas, et c'est pour ça qu'on n'en parlait pas, c'était pas parce qu'il y avait une censure chinoise, c'est parce qu'on partait du principe que les Français ne s'y intéresseraient pas. Et bien là, vous avez des centaines de milliers de jeunes qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et qui ont montré à tout le monde que si, ils s'y intéressaient, et que ça devenait même pour eux une cause essentielle, voire principale, et voire la cause qui les mobilisait le plus. Et donc, on a brisé le principe, le présupposé d'indifférence, quoi. L'idée que ça n'intéresserait pas les gens. Et en faisant ça, eh bien, on a contraint les médias et les marques concernées aussi. Ouais, à en parler. Et après, ce qui s'est passé, c'est que début 2020, il y a un rapport d'un think tank australien qui s'appelle ASPI, qui, dans un rapport ultra détaillé, sort une liste de 83 marques, mais qui font partie de notre quotidien, comme bénéficiaires de l'esclavage des Ouïghours, de la réduction en esclavage d'un peuple entier. Via leurs fournisseurs chinois, en fait, ces grandes marques, ça allait de A, Adidas, à Z, Zara, bénéficiaient de la réduction en esclavage d'un peuple. Et là, quand on a vu la liste, on s'est dit, on va aller après ces marques, l'une après l'autre. Et on a commencé à Adidas. Et le principe, c'était toujours le même. J'écris une lettre du Parlement en demandant la cessation de toute coopération avec des fournisseurs identifiés, parce que c'est des réceptacles du système concentrationnaire chinois. Et d'emblée, ça a cartonné. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, avec la direction monde d'Adidas qui nous appelait en panique, en disant « Oui, on s'engage à tout ce que vous voulez, mais arrêtez ce truc », c'est à quel point les jeunes qui nous suivaient pouvaient avoir du pouvoir sur ces marques. Et comme ça, a priori, on se dit « Ouais, les multinationales, on n'a aucun pouvoir sur elles. » Mais là, en fait, on se rendait compte, et puis la deuxième opération qu'on lance, c'est Lacoste. On se retrouve avec le PDG de Lacoste, Thierry Guibert, qui discute avec des jeunes
sur mon mur Instagram à 11h du soir un vendredi, en train de dire au début non, c'est faux, il n'y a pas d'esclavage sur notre chaîne de production. Et ensuite, en revenant face à la contestation des jeunes, non, finalement, c'est vrai, il y a un problème, on va bosser dessus, on va remédier à cette histoire et tout ça. On s'est rendu compte que en fait, ces marques qui reposent sur un business model simple avec 2 piliers, d'un côté, elles cherchent le coût de production le plus bas. Donc ça les amène à coopérer avec des fournisseurs catastrophiques qui violent les droits humains. Et d'autre part, on crée une image de marque, ce qui vous donne envie d'acheter du Adidas, du Zara, du Nike ou de je ne sais quoi. Et ben ces 2 piliers, ils entrent en contradiction. Et si leur public cible, qui est les jeunes, les interpelle sur cette contradiction-là, elles sont en panique. Et aussi riches soient-elles, elles deviennent dépendantes en fait de jeunes de 17, 20, 22 ans sur les réseaux qui les taguent. Et ça les tétanise. Et donc, alors ça n'a pas marché à chaque fois, hein. Il y en a qui ont refusé, comme Nike, Zara et d'autres. Mais je pense que ces campagnes, c'est une antidote en fait au fatalisme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais putain, on ne savait pas qu'on avait du pouvoir en fait. Et donc, ouais, vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur ces marques, vous avez du pouvoir sur ces médias aussi, parce que finalement, si l'Obs à la fin fait sa une sur les Ouïghours, c'est parce que les jeunes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Vous avez du pouvoir sur vos députés, parce que si à l'Assemblée nationale, le mot Ouïghour a été prononcé et que des questions ont été posées au gouvernement, c'est grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous avez même du pouvoir sur votre président, puisqu'il a refusé pendant 3 ans de prononcer le mot Ouïghour, mais face à votre mobilisation, il a fini par le prononcer, ce mot, et par parler des camps. Et donc, il y a en chacun de nous un pouvoir. Alors après, seul, face à son compte Instagram, on n'a pas de pouvoir. Mais si ça devient une vague, il y a du pouvoir. Et c'est pour ça que tous les cyniques et les militants professionnels qui se foutaient de la gueule des jeunes qui mettaient des carrés bleus pour les Ouïghours n'ont rien compris, en fait. Et parce que cette vague bleue, elle a eu un impact. Et l'impact, c'était d'envoyer le message à tous les gens qui décident, que ce soit dans le monde économique, ou dans le monde politique, ou dans le monde médiatique, que ça comptait pour les jeunes, que ça comptait pour les 3 millions, je crois, qui ont partagé le carré. Et ben ouais, mais sauf que ça a un impact démentiel. Ça veut dire qu'en fait, après, vous êtes Emmanuel Macron, vous êtes président de la République, vous êtes obligé de prendre ça en ligne de compte quand vous allez discuter avec Xi Jinping. En fait, il y a vraiment eu un basculement, je trouve, du pouvoir depuis l'arrivée des réseaux sociaux. C'est que le pouvoir a changé de camp, quoi. Et les marques, aujourd'hui, je pense, en prennent la pleine mesure, et notamment avec ce type d'action. Est-ce que c'est pas compliqué pour toi, parfois, parce que je me dis que maintenant... tu dois recevoir énormément de messages de personnes qui te parlent de différentes luttes. Ouais, d'ailleurs, je tiens tout de suite à m'excuser auprès de tous les gens qui m'ont envoyé un message privé. Voilà, ça y est, c'est fait. Parce que là, vraiment, j'en reçois beaucoup. Ouais, non, mais j'imagine totalement. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment à ton travail. Mais en effet, tu n'as que 24 heures dans une journée. Mais c'est plus le côté... comme on sent vraiment la sincérité de ton action, la volonté de t'engager, de faire bouger les choses, en fait, c'est tout simplement, entre guillemets, la question du choix. C'est comment est-ce que tu te dis, cette question, il faut la mettre sur la table, mais bon, du coup, celle-ci, ça veut dire que j'ai pas vraiment le temps d'en parler. Enfin, est-ce que parfois, t'es pas, tu vas submergé par la nécessité de t'engager auprès de tant de causes? Bien sûr, mais d'ailleurs, je vois bien les reproches ou même les demandes des gens. Mais pourquoi vous parlez pas de ça? Pourquoi vous vous engagez pas sur ça? Et ouais, mais je peux pas prendre... je peux pas prendre tout sur les épaules. En plus, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que s'engager pour une cause, c'est quelque chose d'extrêmement lent. C'est pas faire un post, c'est en faire 1000. Ouais. C'est revenir à la charge, c'est avoir l'air obsessionnel. On lance les trucs en septembre 2019 pour les Ouïghours. Mais ça prend du temps avant que les gens en parlent, que les gens s'en emparent. Et puis ensuite, ça prend du temps avant que les élites, finalement, daignent en parler elles aussi. Ça prend du temps. Et donc, en fait, c'est pas un truc de poisson rouge ou de papillon, quoi. Enfin, on peut pas sauter de cause en cause et penser que pendant 15 jours, on a fait le buzz ouïghour, donc ensuite, on peut faire ça, ensuite, on peut faire ça, ensuite, on peut faire ça. Non, si vraiment on croit à la cause qu'on épouse, faut la suivre, en fait. Et moi, ce que j'essaye de restaurer aussi, c'est un peu, via les réseaux sociaux, qui sont pourtant des trucs de papillon à la base, restaurer un rapport au temps long. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés en septembre 2019 ou en janvier 2020 dans la cause,
ils sont restés. Ouais. Ils sont restés. Aujourd'hui, il y a plus de 300 comités locaux qui sont montés sans que nous, on fasse rien. Depuis des petits villages de 200 habitants jusqu'à des quartiers de Paris. Et ça se structure. Mais ça prend un temps dingue et une énergie folle. Donc, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Et donc, moi, je comprends la frustration. C'est pourquoi est-ce que tu ne parles pas de nous à tel endroit et ça. Mais moi, je peux pas, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y en a d'autres qui le fassent. Et voilà, donc après, comment on hiérarchise, moi là, c'était une évidence. Pourquoi ? Parce que je voyais bien que personne n'en parlait, quoi. Enfin, qu'il y avait un crime contre l'humanité et que c'est pas simplement une violation des droits de l'homme, un crime contre l'humanité. C'est une politique systématique visant à éradiquer un peuple. Mais c'est pas si fréquent, en fait, dans l'histoire humaine. Donc, il y avait un crime contre l'humanité massif et il y avait un silence total. Rien. En fait, il y avait rien. Et du coup, voilà, là, peut-être que là, je suis nécessaire, quoi. Il y a d'autres choses, on en parle plus. Et donc, peut-être que mon investissement à ce niveau-là est moins crucial ou moins vital, quoi. Mais ouais, de toute façon, ça, c'est la grande question de l'homme depuis la création de l'humanité. C'est... on peut pas le combat on porte. On va tout faire, quoi. Mais c'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup à ceux qui nous gouvernent, parce que nous, on est 3, enfin, on est 4, et on n'a pas des moyens de ouf. Mais si on avait les moyens d'un État, on pourrait embrasser différentes causes et les faire avancer. Et voilà, je pense qu'en fait, mais ça va venir, c'est pas ça, mais ce qu'on essaye aussi de retrouver, c'est un rapport à la lutte. Parce que moi, je prends toujours l'exemple, tous nos dirigeants, par exemple, disent la lutte contre le dérèglement climatique est essentielle. Enfin, tous nos dirigeants, sauf Trump et Bolsonaro. Hein, mais Trump est plus là, on verra. Peut-être que petit à petit... sauf les climato-sceptiques, mais sinon, dans les gens, entre guillemets, bien, rationnels, cultivés, civilisés, tout ce qu'on veut, ils disent tous, oui, c'est une catastrophe, oui, on va lutter contre, et ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique réelle de transformation écologique qui se met en place ? Est-ce que c'est parce qu'ils doutent au fond du dérèglement climatique ? Je ne pense pas. Je pense que par exemple Emmanuel Macron, il est convaincu que c'est vrai et qu'il faut faire au maximum pour lutter contre. Mais ce qui ne va pas dans la phrase lutte contre le dérèglement climatique, à leurs yeux, c'est le côté lutte. C'est qu'en fait, ils n'arrivent plus à se mettre dans une position qui est de alors on va mettre le paquet sur ça et y revenir. Non pas suivre l'actualité, mais fixer l'agenda. Et dire que ça, c'est le grand chantier qui est devant nous. Et donc, on y reviendra. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'à la fois les commentateurs de la vie politique ou les gouvernants suivent le truc. Donc, il y a un attentat, on fait une loi contre le terrorisme. Il y a un sommet international sur le climat ou un incendie, on va parler du climat. Mais c'est pas ça, faire de la politique. En fait, faire de la politique, c'est définir des priorités et les suivre. Et en fait, c'est toi qui dois faire l'agenda. Oui. Après, je pense spontanément au Covid, où là, tu es un peu obligé parfois de... Non, mais d'accord. Ouais. Personne ne peut prévoir qu'il va y avoir une pandémie mondiale qui va être en pause. Non, mais donc, OK, là c'est l'exemple qui fait que tu es en réaction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai fait hyper gaffe à pas tomber dans la critique systématique des actions justement qui étaient menées par le gouvernement sur le Covid. Pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on aurait fait mieux. Peut-être sur les vaccins, on aurait pu mieux faire au départ. Peut-être on n'aurait sans doute pas menti. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais pas menti à ce point sur les masques, quitte à devenir vraiment ridicule aux yeux du monde. Même mon fils de 8 ans, il avait compris qu'ils étaient teubés quand il parlait. mais par contre, sur tout ce qui est confinement, déconfinement et comment tu gères, voilà, c'est un imprévu, c'est un inédit, c'est un fait social massif. Là-dessus, c'est très compliqué à gérer. Mais hors Covid. Non, mais t'as raison, on est trop dans la réaction. On est en permanence. Mais en permanence. Et moi, d'ailleurs, les gens ils me disent, mais pourquoi tu réagis pas à ça ? Déjà, je réagis à beaucoup de choses, je trouve des fois trop même, déjà. Mais en plus, parce que très bien qu'il y ait d'autres gens qui réagissent, mais si tu veux qu'on parle d'un sujet, il faut que même si tout le monde s'en fout au moment T, toi, tu continues à en parler. Et ensuite, c'est comme ça qu'un sujet émerge. Sinon, en permanence, tu suis
Tu suis la tendance, on va dire, mais un agenda, je sais même pas par qui il est fixé en fait, parce que les journalistes suivent les politiques, qui suivent les journalistes, qui suivent les politiques, les gens suivent les politiques, qui suivent les journalistes. J'ai l'impression que c'est presque les instituts de sondage en fait. Enfin, moi, je sais que c'est ce qu'on voyait dans mon cours d'opinion publique, c'est que en fait, au final, ils écoutent énormément les sondages et en fonction de où l'opinion publique attend des réactions, et on va prendre la parole dessus. Et c'est peut-être un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est la société un peu d'immédiateté. Ouais, mais les sondages, c'est aussi des photographies d'un rapport de force à un instant T. C'est-à-dire que on suit en fait ce qui suit notre débat. Donc moi, à un moment, il faut décider de dire moi je crois en ça et je vais essayer de convaincre une majorité de gens que c'est la bonne voie. Et ça, tu peux faire changer un sondage. C'est sûr, mais en fait, je me dis, on vit tellement dans une société où on a la parole, et tant mieux, que je pense que c'est choisir la facilité, c'est-à-dire c'est choisir de ne pas affronter, peut-être, imaginons, un président va décider que, ok, maintenant, c'est la lutte contre le réchauffement climatique notre priorité, t'as peut-être demain, du coup, tous les gilets jaunes qui seront dans la rue parce que eux on les a oubliés sur leur combat, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc moi, ce que je pense, c'est que si tu réfléchis bien à la lutte contre le dérèglement climatique, tu peux justement faire que dans cette lutte sur cette question-là, tu répondes justement aux questions posées par les Gilets jaunes. C'est pas en faisant une taxe isolée qui va d'abord les frapper que tu vas réellement avoir une influence sur le dérèglement climatique. Mais par exemple, moi je suis à la commission commerce, alors je suis désolé, c'est pas le truc le plus sexy, mais... C'est pas grave, on veut du vrai. À la commission commerce au Parlement, et pourquoi j'y suis allé d'ailleurs, c'est parce que je savais qu'il y avait une sorte de division des tâches un peu au Parlement européen, que les gens qui s'intéressent aux droits humains allaient à la commission droits humains, et que les gens qui s'intéressaient au business allaient à la commission commerce. Donc moi je suis quelqu'un qui s'intéresse aux droits humains et qui décide d'aller à la commission commerce parce que je sais que c'est là où se décident les vraies choses. Et que pérorer tout seul dans ma commission des droits humains, finalement, ça a peu d'impact. Et donc, dans la question du commerce, qui est ultra liée à la question de l'écologie et à la question des droits humains, tu as un enjeu formidable. C'est que si tu sors du libre-échange généralisé, tu réponds, parce que c'est ça qui crée le problème, c'est que tant que tu as un poulet brésilien sur un marché dans l'île de la Réunion, il coûte 3 fois moins cher qu'un poulet élevé sur l'île de la Réunion. Tu peux faire ce que tu veux avec ton plastique ou ton eau chaude, tu changeras pas les choses. Donc c'est à ce problème systémique qu'il faut répondre. Et en y répondant, tu réponds aussi aux problèmes sociaux et aux problèmes posés par les Gilets jaunes. Donc en fait, je pense qu'il faut retrouver un sens quasi de l'épique, quoi, enfin de la transformation épique de la société. Tu prends une question et t'expliques comment cette question raconte le monde et répond aussi aux interrogations qui ne semblent pas directement liées. Mais tu prends l'esclave ouïghour, à partir de l'esclave ouïghour, tu peux raconter le monde. C'est pas juste mobilisez-vous pour un peuple qui est persécuté à des milliers de kilomètres de chez vous. C'est pas juste ça. Moi, je pense que rien que cette interpellation-là, elle est nécessaire, qu'un crime contre l'humanité intéresse l'humanité dans son ensemble, mais c'est pas simplement en tant qu'humain que je te demande de réagir à la mise en esclavage des Ouïghours. C'est aussi en tant que consommatrice, c'est aussi en tant que française, citoyenne, mais aussi en tant que française qui a vu son pays abandonner ses capacités industrielles, qui l'a vu devenir dépendant à l'égard du système productif chinois et qui, du coup, à cause de ses dépendances, se retrouve démunie quand elle va faire ses courses et se rend compte qu'elle achète des produits de l'esclavage. Et du coup, à travers l'esclavage ouïghour, tu peux raconter la globalisation, tu peux raconter le monde et raconter ce qui ne va pas dans ce monde. Et moi, je pense que c'est ça une cause, en fait. À partir d'une injustice précise ou d'un problème particulier, tu racontes une grande transformation épique du monde. En fait, je me dis, est-ce que le problème, c'est pas aussi la durée d'un mandat? C'est que 5 ans, c'est trop court. J'ai l'impression que ces dernières années, avec la gauche et la droite qui s'alternent, on a fait que faire, défaire, essayer de satisfaire le plus de gens possible, mais du coup, pas vraiment tenir ses engagements. Et j'ai plus d'exemples dans le monde aujourd'hui de personnes qui, comme tu le dis, vont se tenir à leurs principes et leurs engagements, parce que dans tous les cas, parce que j'ai l'impression que même la société ne supporterait pas se tenir à une ligne de conduite et faire fi de ce qui peut arriver au fur et à mesure. Moi, je pense que les gens attendent ça. Enfin, c'est mon pari. Hein. Moi, je pense que les gens attendent ça, qu'ils en peuvent plus en fait du côté poisson rouge et du côté papillon. Je crois qu'il y a une vraie attente. Mais je pense même 5 ans, c'est pas si court, hein, 5 ans.
tu peux lancer tous les grands chantiers en beaucoup moins de temps. Regarde, tu prends juste Biden. Franchement, j'avoue, hein, tu vois, un truc, j'y croyais pas des masses. Ouais, mais tant mieux, comme quoi la vie n'a pas fini de nous surprendre. Encore l'aile centriste du Parti démocrate, un mec qui avait sénateur depuis je sais pas combien de temps. J'étais pas ultra impressionné, enthousiaste, hein, je dois le dire. Moi, j'avais tort, parce que en quelques semaines, il a inversé 40 ans d'histoire américaine. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Pendant 40 ans aux États-Unis, on a expliqué que taxer les riches, c'était un désastre pour l'économie, que le libre-échange était la solution à tout, que investir dans les infrastructures était peine perdue, que le problème, c'était la taille du gouvernement, tout ça. Alors, en quelques semaines, il a plus fait qu'Obama, malgré tous ses beaux discours, en 8 ans. En 8 ans, ouais. Ouais. Et donc, c'est pas tellement une question de temps. C'est une... Enfin... Emmanuel Macron, en un sens, il a eu une chance incroyable. Il est arrivé au pouvoir. Il dépendait d'aucun parti. Il avait une légitimité populaire massive. Même si les gens disent qu'il a été mal élu. Mais enfin, c'est pas vrai. À la fin, il a été élu. Ou alors, on est tous mal élus. Enfin, moi, j'étais contre lui, mais je veux pas dire qu'il est mal élu. C'est débile. Et il était sur une promesse de grande régénération, l'homme qui va tout changer. Et ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, c'est ma grande question, en fait. Tout le monde dit oui, regardez, il a fait des réformes horribles et tout ça. À la fin, il a fait quoi, en fait ? Alors, bien sûr, sur l'année dernière, on ne peut pas le dire, il y a eu le Covid, mais même avant. Elle est où la grande réforme de la France, la grande modernisation on va renouer avec l'héroïsme en politique, on va redonner l'oxygène. C'est pas une question de temps. Tu peux le faire 3 discours au début de ton mandat qui lancent 3 chantiers, tu peux donner un horizon de sens à tout un quinquennat. Et c'est pas spécifique à Macron, je m'en fous, moi, de Macron. C'était la même chose avant, sous Hollande, et c'était la même chose sous Sarkozy. Je dirais, où est le grand sens que tu redonnes à l'action politique? Moi, je pense qu'en plus, les Français, c'est un peuple et ça, j'adore ça. Après, c'est mon côté, des fois, mes copains étrangers se foutent un peu de ma gueule là-dessus. Mais j'adore l'idée que la politique est épique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un projet, qu'on est là ensemble, pas simplement pour gérer les choses, mais vraiment pour essayer de les transformer, donner un sens aux choses. Et je pense que la déprime française, elle est largement liée à ça. Tu disais, est-ce qu'ils vont supporter le fait d'avoir un cap Moi, je suis sûr qu'ils sont en attente de ça. Mais d'ailleurs, en fait, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils veulent juste un cap, quoi. Ils veulent un truc où on dit, on veut aller là, et la France sera leader dans ça, et vous appartiendrez, en gros, à une forme d'aventure collective dont le but est de transformer le monde de cette manière. C'est comme ça qu'a vécu la France tout le temps. On s'est vécu à l'avant-poste de la grande des Lumières, de la République. C'était une aventure universelle avec toutes les conneries qu'on a pu faire à cause de ça et toutes les horreurs. Mais il y a toujours eu ce désir comme ça d'être... de grandeur. Et là... Et je pense que les gens qui ont voté Macron, ils avaient de l'espoir de retrouver ça. De retrouver ça avec lui. Un mec jeune qui parle bien, qui présente bien, qui a l'air moderne, qui... Voilà. Je pense qu'il y a 2 problèmes, en perso, que j'identifie dans ce qu'on a dit. C'est déjà peut-être l'idéalisation de la position de président. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a une foi un peu en l'homme providentiel qui va tout changer. Au final, est-ce qu'un seul homme peut tout changer ? J'en suis pas sûre. Et en plus, je trouve qu'il y a ce côté aussi où en fait, on va vraiment placer énormément d'espoir en une personne et après, au contraire, voir que ce qu'elle fait de mal et après l'oublier. Donc moi-même, je remets en question même le fait, est-ce que c'est vraiment le président qui peut tout changer? Au final, il a que 5 ans et après, il tombe dans l'oubli. Donc, je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas d'autres positions qui font qu'on peut avoir plus de pouvoir. Et je pense qu'il y a aussi un problème de transparence dans les actions qui sont menées par les présidents, parce que les médias ne font que reprendre ce qui ne va pas parce que ça fait plus vendre. Mais je pense que tout président, depuis 50 ans, qu'ils étaient de droite ou de gauche, ont quand même fait des choses bien, ont quand même fait des actions, sauf qu'on ne le sait pas, parce que ça ne passe pas. Et c'est là où je trouve qu'ils devraient utiliser les réseaux sociaux pour faire des petits récaps journaliers. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui à l'Assemblée, voilà ce qui est en discussion, et où il y aurait, du coup, on renouerait avec la démocratie, les gens pourraient s'exprimer, être d'accord ou pas, mais en tout cas, on saurait ce qu'ils font. Moi, j'ai une grande frustration, tu vois, de ne pas savoir ce qui se décide, et en effet, dans l'année, qu'est-ce qu'a fait Macron ? On ne sait pas, en fait. On voit que ce que les médias veulent bien nous dire. Non, mais alors, je suis d'accord avec toi sur l'homme providentiel, je crois.
en fait, c'est nos institutions, notre mentalité, tout ça a été forgé dans le rapport à un homme qui s'appelait Général de Gaulle et qui, effectivement, a assumé un statut d'homme providentiel 2 fois dans l'histoire de notre pays. Et qui, lui, par sa dimension historique et tout ça, méritait ça. Enfin, il ne s'agit pas de nier le fait que c'était un homme providentiel, même s'il y avait plein de problèmes dans la France de Gaulle, mais il y avait un côté comme ça, homme providentiel. Sauveur, ouais. Et depuis, en fait, donc on a taillé un habit pour lui, qu'on a appelé Constitution, et depuis, on a toujours l'impression que le mec qui occupe le poste, ça va pas. Et pas à la hauteur. Ouais, il est pas à la hauteur. Qu'il rentre pas dans le costume. Il sait pas endosser le costume. C'est le truc que tout le monde dit. Il arrive pas à endosser le costume. Peut-être qu'il y a un problème, bien sûr, des hommes successifs qui ont pris le pouvoir. Il y a peut-être un problème de costume aussi. Ouais. Et moi, j'aime bien. Je suis un fan de Game of Thrones. Et à la fin, le dragon, quand ce Jon Snow il tue Daenerys, à la fin. No spoil. Ouais. Ah merde, pardon. C'est pas grave. Mais a priori, c'est bon. C'est bon, vous êtes raison. vraiment. Vous êtes à la bourre, hein, c'est de votre faute. Et ben, le dragon, il brûle le trône. Il brûle pas Jon Snow. Alors, si le dragon avait brûlé le trône au début de la série, c'est sûr que c'était compliqué de faire une série, puisque tout l'enjeu, c'est qui occupe le trône. Mais il comprend, ce dragon, parce que nos chroniqueurs politiques en France n'ont pas encore compris qu'il peut y avoir peut-être un problème, pas simplement de qui occupe le trône, mais peut-être du trône lui-même qui n'est pas adéquat. Et donc, il faut brûler le trône pour arrêter la guerre civile de Game of Thrones. Voilà. Et ben, je pense qu'effectivement, il y a le même type de problématique en France, c'est qu'en fait, il y a un pouvoir personnel du président qui est bien trop grand, et que... en fait, ça marchait pour De Gaulle, mais ça a plus marché ensuite, quoi. Parce que, ouais, on situe mal le problème. Donc, il faut changer de tailleur, en fait, pas juste de personnel politique. Et donc, il y a une vraie réforme à mener sur la Ve République, ça c'est évident. Il faut restaurer le rôle de l'Assemblée, il faut améliorer la participation populaire. Enfin, je veux dire, ça me semble pour moi évident que le Sénat, ça fonctionne pas non plus. Enfin, donc, il faut un Sénat citoyen, il faut faire en sorte que l'Assemblée retrouve ses prérogatives face au président, que le président il préside, mais que c'est pas lui qui est finalement en charge de l'ensemble des chantiers de la France, parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas. Et le problème de Macron, c'est qu'il aurait pu réformer ça, mais qu'en fait, il s'est dit, non, le problème, c'était Sarkozy, Hollande et Chirac, mais c'était pas le système lui-même. Et donc, je vais faire mieux qu'eux. Et parce qu'ils se pensaient meilleurs. Et en fait, ils se pensaient tous meilleurs que le prédécesseur à chaque fois. Et à chaque fois, ils se plantent. Donc, il y a quand même un problème systémique. Tu as totalement raison. Sur la transparence, ouais, je suis d'accord. Après, quand même, moi, ce qui me sidère, c'est que quand ils sont invités dans les médias, on leur demande, mais c'est quoi le gros truc que vous citez en exemple ? Ils cherchent, quoi. Donc, il y a un problème de transparence et de communication, évidemment, et il y a un problème aussi, à mon avis, de politique. Génial. Bon, je rappelle, je pourrais continuer longtemps, mais le Parlement t'attend. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a une ressource, ça peut être un livre, un film, ce que tu veux, qui t'a touché et que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, recommander ? Ouais, moi, il y a un livre, j'ai déjà parlé de son auteur dans l'entretien. Il y a un livre, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Et pour moi, c'est le plus beau chant d'amour à notre pays. C'est tout ce que j'aime, en fait. La promesse de l'aube, c'est drôle, c'est émouvant, c'est romantique, c'est le patriotisme sans le nationalisme, c'est vraiment ce que la France peut produire de plus beau. Et je crois que quand vous désespérez de la France, parce que des fois elle pose problème, et quand vous regardez autour de vous et que vous voyez à quel point la situation politique est décevante, à quel point les haines montent, etc., replongez dans ce livre. Plongez dans ce livre. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que notre pays parle pourquoi est-ce qu'une mère dans un ghetto du fin fond de la Pologne dit à son fils « Tu seras ambassadeur de la République universelle » alors qu'ils n'ont aucun lien avec la France. C'est juste une déclaration d'amour.
Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. J'aime bien aussi demander si tu pouvais écrire là, peut-être à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui suivent ce que tu fais, si tu pouvais écrire trois choses que tu as envie de leur dire si demain tu changes tout, tu changes de métier, tu n'es plus là, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ce que tu défends et le message un peu que tu as envie de partager aux personnes qui te suivent? Waouh, ça c'est mon testament. C'est quoi, avant c'est quoi ce truc? Déjà, merci. Déjà, je leur dis merci, mais alors, vraiment. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de ressources autres. C'est-à-dire que de ressources autres, ça va, hein, je vis pas sous un pont, mais je veux dire, j'ai pas 40 ans de militantisme au Parti socialiste ou chez les Verts avec des réseaux structurés d'élus, des trucs comme ça. Non. On a un tout petit mouvement qui s'appelle Place Publique. Ça. Et donc, si je peux me faire entendre, c'est grâce à eux. Et si on a réussi à imposer les Ouïghours dans la place publique, justement, enfin, dans le débat public, c'est grâce à eux. Donc déjà, la première chose, c'est merci parce que vous avez envoyé un signal qui est extrêmement puissant à ceux qui nous dirigent, qui est qu'en fait, une cause que eux jugeaient anecdotique peut occuper le centre de l'agenda. Et finalement, les enfants de 1789 ne sont pas morts. Ils existent encore. Et donc ça, pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui soit. On peut rester un peuple universaliste et on l'a prouvé. Et donc, merci. Et la deuxième chose, c'est de jamais renoncer au combat pour les droits parce que ça va au-delà de juste une solidarité humaine. Je pense qu'en fait, c'est ce qui structure notre société, notre cité. Et que si on abandonne ça, non seulement on renoncera à ce qui est notre supplément d'âme, mais en plus on deviendra faible. Parce qu'on n'aura rien d'autre à offrir au monde. Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est... désolé d'avoir échoué, alors, parce que si j'ai arrêté, ça veut dire que j'ai raté, non? Enfin, je sais pas, parce que là, le but, c'est pas d'arrêter tout de suite. Hein. Je sais que j'ai les cheveux blancs et tout ça, mais je suis pas encore... Désolé, vous allez me subir pendant longtemps, donc... Ce n'est que le début. C'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Génial. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi, pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Ça signifie... ça signifie ne pas continuer. Ça signifie rompre avec ses habitudes et décider. Si on continue, on décide qu'on continue. Prendre le pouvoir sur sa vie, ça signifie s'engager. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas à une vie qui se passe loin de toute forme d'engagement à la fin. La cité, elle décide pour toi. Même si tu veux vivre en autarcie, même si tu dis que la politique, ça ne t'intéresse pas, tu vis dans un monde... où finalement tu dépends des décisions politiques qui sont prises. On prend le contrôle sur sa vie, c'est dans l'arène, camarade, vite, tu viens et tu te bats avec nous. J'adore l'image. Écoute, merci beaucoup Raphaël pour cette conversation passionnante. Pour les personnes qui peut-être ne te suivent pas encore ou qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Où est-ce que je veux qu'on les redirige? On les dirige pas. Où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais? Qu'ils viennent nous voir sur Insta et qui soient acteurs. Mais on va pas les diriger, c'est eux qui vont diriger. Ouais, super. Merci beaucoup Raphaël, à très vite. Au revoir.